Madame, Messieurs, merci de suivre votre magazine kiosque de ce 9 mai 2023. Nous avons deux invités, Sernteka et Dou Jésus Bélédou sera face à vous ce matin à travers leurs analyses. Mais tout d'abord, je m'en veux, Madame, Messieurs, vous lire les grandes lignes de l'actualité parues dans la capitale ce 9 mai 2023. Et le journal l'agence congolaise de presse ACP a titré ce matin « Sommet de Windhoek, la SADC approuve le déploiement de la République démocratique du Congo ». C'est donc les titres de l'ACP. C'est donc les déploiements de troupes de la SADC en République démocratique du Congo face à la résurgence de l'insécurité fait donc la une de l'actualité ce matin. Il y a même le site actualité.cd qu'il a écrit. L'Afrique australe promet de déployer des troupes dans l'est de la RDC. Et la prospérité également revient sur cette actualité. La SADC s'engage à imposer la paix dans l'est. Le participant à ce sommet ayant constaté la dégradation sans continue de ces désastres humains ont levé l'option de s'engager à intervenir militairement dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis un autre journal ce matin que nous avons reçu, c'est Ouragan qui a abordé un autre titre, Bemba, la cible des réseaux mafieux. Ce journal poursuit en disant que l'entrée glorieux de l'ancien vice-président de la République à l'Union sacrée inquiète certains faucons politiques de la République qui digéreraient le fondement, le rapprochement, qui faisait mal le rapprochement entre Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi, deux leaders qui ont appris à marcher ensemble pour deux quinquennats politiques afin de faire de la République démocratique du Congo une destination de rêve. C'est donc les titres du journal Ouragan, Bemba, la cible des réseaux mafieux. Alors on poursuit avec d'autres journaux. Le journal Forum des As s'écrit « Le président de la République, Félix Tshisekedi, entame ce mardi 9 mai 2023 une visite d'État de 48 heures à Gaborone au Botswana ». Autre sujet, c'est le journal La Prospérité toujours qui nous emmène dans la province des Tanganyika après Zoé Kabila, Julie Ngungwa à son tour destituée par l'Assemblée provinciale après plusieurs manœuvres. Autre sujet, c'est autre journal, là, c'est par rapport à la marche de l'opposition qui est prévue le 13 mai. Il y a notre journal qui nous renseigne que les laïcs catholiques s'annoncent donc dans cette marche de l'opposition prévue le 13 mai. Alors nous avons deux invités, je le disais tantôt, avec eux, nous allons aborder trois sujets. Premier sujet, c'est la SADC qui annonce le déploiement de ses troupes en République démocratique du Congo face à la résurgence de l'insécurité. Autre sujet, c'est l'interview du président angolais Joao Lourenço sur France 24. Contrairement à ce qui s'est dit, Joao Lourenço affirme que les rebelles du M23 respectent le cessez-le-feu. Pour lui, la suite, c'est du côté de la République démocratique du Congo par rapport au cantonnement, par rapport à la démobilisation de ces troupes. C'est donc les propos de Joao Lourenço, le président angolais, sur France 24 que nous allons analyser avec nos invités. Et à la fin, nous allons nous rendre du côté du Tanganyika après la destitution de la gouverneure Julie Ngungwa. Sernteka, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à toute l'équipe, bonjour à ceux qui suivent cette émission. Voilà, vous serez face à Jésus Jésus Bélédou qui va nous rejoindre. Oui, oui voilà. Alors, je commence cette émission par un constat. L'hôtel de ville de Kinshasa a procédé, peut-être continuer à procéder à des casses en rapport avec des constructions anarchiques. Aujourd'hui, Kinshasa, la partie ouest surtout, souffre d'une pénurie importante en courant électrique, quoi. Donc aujourd'hui, la desserte n'est pas effective. Donc nous vivons des coupures intempestives. Et c'est là du fait
de construction anarchique sur la ligne 30 kV qui part de Lingwaladon, de Bandalungwa, jusqu'à la Gombe. Et si vous voyez sur l'emprise de cette ligne haute tension qui amène le courant pratiquement au centre-ville, les gens ont construit des stations, des maisons, des hôpitaux. Et il y a, à cause de cela, il y a de panne. Je me pose la question, quand on casse pour assainir l'espace de Kinshasa, est-ce qu'on ne tient pas compte de ces éléments-là? Parce que je prends Sosimat, rond-point Sosimat. On a fait une station sur des lignes en haut et en bas, en dessous de la terre, des lignes haute tension. Si jamais, par malheur, je touche le bois pour que cela n'arrive pas, un incendie s'est déclaré, ça serait vraiment une catastrophe. Donc, on va aussi connaître des journées de deuil national. Et face à cette situation, l'autorité urbaine semble, je ne sais pas, muette, inconsciente ou non saisie de la situation. Au jour d'aujourd'hui, des quartiers tels que comme Gombe, Kitambo, Lingwala, Ngalié, Mamonga, Fula, j'en passe, souffrent d'une desserte vraiment de mauvaise qualité du fait de cette situation. Parce que le mal est connu, on a construit sur l'emprise des lignes haute tension et personne n'a réagi. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème dans l'appréciation, il y a un problème dans la conception. Il y a même notre justice qui, à un certain moment, accorde des bénéfices aux gens qui ont mal construit, qui empiètent les espaces publics, qui font en sorte que les services publics de l'État, tels que l'eau et l'électricité, ne puissent pas être bien rendus du fait de la possession de ces espaces par des individus, par des particuliers. Je ne parlerai pas ce matin de la baie d'Engalié, où aujourd'hui on a installé des dragues qui auront pour mission de faire sortir des sables pour occuper, remplir ces espaces-là qu'on a lotis par certains membres du gouvernement qui en ont la responsabilité et accordés à des particuliers. La baie d'Engaliema, à côté, il y a l'usine de Régie des eaux qui alimente la partie ouest, qui a du mal aujourd'hui à capter l'eau et à les traiter du fait de la présence de gens qui veulent de plus en plus prendre des espaces sur le fleuve Congo, alors qu'il y a une décision du gouvernement qui a demandé qu'on démolisse, que l'hôtel des villes, il y a des arrêtés qui en tout cas autorisent à ce qu'on puisse déguerpir et démolir, mais en réalité, rien n'est si fait. C'est pourquoi? Parce qu'il y a des intouchables qui ont construit. Nous posons la question sur ce que nous sommes comme État, comme gouvernement. En fait, nous sommes des journalistes et nous sommes là à un certain moment pour donner des signaux d'alarme. Peut-être qu'à un certain niveau, l'information n'arrive pas telle que ça ne se passe sur le terrain. Et l'information peut être dévoyée, l'information peut être déformée. Nous disons qu'il se pose un problème. On a un problème du courant, pas seulement parce qu'il y a des problèmes au niveau de la production à Inga où j'en passe, mais aussi parce que la SNEL ne sait pas aujourd'hui distribuer le courant parce que les gens ont construit sur ces lignes. Et des lignes ont... Mais attention, nous avons connu... l'épisode Matadi Kibala, vous vous rappelez, madame, oui, où les gens sont morts, le président de la République s'est même déplacé personnellement pour s'enquérir de la situation et apporter sa compassion aux victimes. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. On ne doit pas être là juste pour gérer des dégâts. Les gens construisent sur les lignes haute tension de la SNEL, vous venez de le dire. Le spécialiste il y a l'opération coup de poing qui est en cours. Parce que ça j'essaie de mettre ça en parallèle. Je Alors pose la question, pourquoi ils touchent pas là-bas? Je pose la question à Gentili Ngobila et à Jekoko Moulumba qui certainement, s'ils ne suivent pas, je leur pose la question. Qu'en est-il de cette emprise-là, Lingwala, Gombe? Quand je parle Lingwala, c'est la station des Bandalungwa, Inga,
On appelle ça en termes techniques Lingwala parce que à l'époque, bah, toute cette partie était Lingwala et que ça amène le courant jusqu'à la Gombe. Mais les gens ont construit sur la ligne haute tension. Faudrait-il attendre Matadi-Kibala 1, 2, 3, 4 pour qu'on prenne réellement conscience? C'est là où on aimerait voir, nous souhaiterions voir l'autorité de l'État agir, apporter des solutions de manière à ce que nous puissions avoir du courant, qu'on puisse avoir le courant ici pour les émissions, pour l'administration à la Gombe, parce que dès 9 h, il n'y a plus de courant. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a deux préoccupations. D'abord, la toute première, c'est à la SNEL de saisir les autorités de la ville. S'il se trouve qu'il n'y a pas moyen de desservir le courant électrique, comme vous avez dit. Et deuxièmement, il y a aussi un problème de l'octroi d'autorisation de construire. Les problèmes remontent de là. En fait, la SNEL est en train de vous écouter, mais je pense que la SNEL, c'est une entreprise publique de l'État. Donc, je crois que, en dehors du fait de saisir la justice de notre pays, la SNEL n'a pas d'autres moyens. C'est facile de taper sur les gens, dire que ces gens-là ne font pas leur service. Le DG Kayombo était là, il est parti. Fabrice est venu, il est parti. Il y a les DGA qui assument l'intérim. Est-ce pour autant la situation s'est améliorée? On se pose la question. Je pense que tout le monde là où il est, il peut répondre à cette question. Est-ce que faudrait-il continuer à changer ou plutôt à changer la manière de concevoir cette entreprise et le moyen mis à sa disposition? Quand on pense que l'État congolais, qui est propriétaire, actionnaire majoritaire, doit à cette entreprise plus de 400 millions de dollars, et qu'elle a commencé, en ce qui concerne la consommation des instances officielles, à payer à peine quelque chose. Mais si ces entreprises, à régie des eaux, la SNEL, ont des retards de paiement d'impôts, on bloque des comptes. On ne comprend plus rien. On bloque des comptes du fait du retard des paiements, mais pour payer, pour que l'État, propriétaire, l'actionnaire principal, paye ses dettes à ces entreprises-là, c'est tout un problème. Donc, il y a une alchimie que nous ne comprenons vraiment pas et qu'on aimerait, avec ces nouveaux gouvernements qui arrivent, des choses qu'on puisse changer, notamment en ce qui concerne la présence de l'État. Le pouvoir public doit s'affirmer un peu plus, que ce soit dans la manière, dans le domaine du foncier, mais aussi de la sécurité. Quand on prend des quartiers comme Makala, aujourd'hui, on a fini Elengesa, on en parlera peut-être, et on pourra passer facilement, mais imaginez-vous qu'à 0h, vous ayez une panne sur l'avenue Elengesa. Rien ne vous garantit. Votre sécurité n'est pas garantie. L'obscurité. Parce que, pas seulement du fait... Non, on a mis... On a mis l'éclairage. Mais l'insécurité à Makala, l'insécurité à Kalamou, l'insécurité à Kisenso, l'insécurité un peu partout dans cette ville. C'est-à-dire que, de manière globale, nous disons que l'État doit être interpellé, l'État doit en tout cas jouer son rôle régalien, restaurer son autorité auprès des récalcitrants, pas seulement des petits Koulouna, mais aussi les grands Bouana qui construisent là où il ne faut pas, tout simplement parce qu'ils ont des relations, parce qu'ils ont l'argent. Et ceci explique cela. C'est-à-dire que parce que j'ai des relations, parce que j'ai l'argent, et je peux me permettre, avec un coup de fil, résoudre un problème, faire en sorte que la police n'arrive pas, que les services concernés ne puissent pas donner leur avis, et sans parler des stations-service qui pullulent la ville, même là où il ne faut pas, des stations-service avec l'autorisation et du gouvernement provincial et du gouvernement national, parce qu'à la fin, le ministre des Hydrocarbures donne toujours son quitus. Donc, il y a des choses aujourd'hui qui donnent à craindre demain. On a calé, on en parlera, mais qu'on évite que demain, Kinshasa aussi, soit une zone sinistrée si on y prend garde. En ce qui concerne mieux vaut prévenir. Alors... En ce qui concerne l'insécurité, en ce qui concerne notamment ces problèmes fonciers dont des on ne sait constructions pas très anarchiques. Hein, voilà. Construction anarchique, stations-service un peu partout sur l'emprise publique. On a cassé les bâtiments sur l'emprise publique, mais on n'a pas cassé des stations-service.
Ça demeure. On n'en a pas cassé, mais c'est Voilà. vraiment Merci sur la voie publique. Sertika. Alors, nous étions dans l'attente des Bélédou qui va nous rejoindre pour un vrai débat. Alors, on peut commencer déjà avec vous, Sertika, par rapport au déploiement de troupes de la SADC en République démocratique du Congo pour une solution face à la résurgence de la sécurité dans la partie est de la RDC. Cette décision, bien que le nombre, la durée n'est pas encore déterminée, vous avez salué cette décision? J'avais oublié de souhaiter bon anniversaire à Papa Roger Montiri, le papa de notre réalisateur de Montiri. On va le faire à la fin. Hein? Bon anniversaire, papa. Oui. Et par rapport à la question posée, je pense que, si vous vous rappelez, nous avons plaidé justement pour l'implication de la SADC, du fait que la SADC a fait ses preuves vers les années, je crois, 97-98. La SADC a été d'un grand appui pour le pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Un engagement franc et sincère qui a fait que le Rwanda et ses supplétifs qui envahissaient les pays, surtout au niveau des Kasaï, Kabinda, si je m'abuse, les forces rwandaises ont été défaites et que le pouvoir de Laurent Désiré a été ainsi sauvé grâce à l'intervention de la SADC. Je pense ici à Zimbabwe, Angola, Namibie et tout le reste d'Afrique du Sud. Et contrairement à l'EAC, je trouve que l'engagement des États de la SADC est un peu plus responsable, un peu plus solide. Même les discours qu'on peut tenir à ce niveau. À Windhoek, après discussion, l'option a été levée d'envoyer des troupes en République démocratique du Congo. Et je pense que la seule décision peut donner à craindre. Parce que là, nous sommes dans une situation où les dés ne sont pas pipés, ou que les gens, après avoir discuté sur la table, ils vont à côté pour dévoyer, revoir toutes les décisions qui ont été faites, comme c'est le cas avec la CAC, donc EAC, pardon. Nous pensons que cette décision est salvatrice pour la République démocratique du Congo et à l'ère du déjà vu, quoi. Donc nous avons eu à expérimenter cela, mais une inquiétude. Oui, avant votre inquiétude, vous avez dit nous avons eu à expérimenter cela, vous avez cité autant de musées, moi j'ajouterais en 2013 avec Joseph Kabila, mais est-ce que les contextes sont les mêmes? Ça c'est la première question. Je dirais que l'histoire se répète. Nous sommes dans la même configuration, ça change peut-être de coloration avec le temps, ça change de nom, mais c'est la même trame, quoi. Donc on a la même histoire, le même scénario, avec les mêmes acteurs qui changent de costume. Suivez mon regard. Alors, et si la SADC, l'engagement de la SADC a apporté quelque chose, si l'engagement de la SADC a sauvé le pouvoir de Laurent Désiré, que dire des autres forces en présence ici? Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Je ne voudrais pas indexer la MONUSCO parce qu'à un certain moment, la haine contre la MONUSCO, je crois que le ministre Mouya l'a dit hier, est aussi alimentée, voulue par des gens qui ont à un certain moment voulu salir la République démocratique du Congo. Parce qu'après tout, même si la SADC venait ici, la SADC ne viendra pas combattre en lieu place de nos troupes, de nos forces armées. Donc la SADC viendra toujours en appui. La responsabilité reviendra toujours au gouvernement congolais à travers ses forces armées de libérer, d'imposer cette paix et de chasser. Ou au besoin, retourner cette guerre d'où elle est venue. Alors, si la SADC, je vous repose encore une autre question, Serge. Si la SADC a trouvé une solution en 2013, de 1998, comme vous avez dit, et si le problème est revenu, il y a la résurgence du même problème, c'est que ce n'était pas une solution efficace alors? Non, je ne dis pas que la SADC a trouvé des solutions. La SADC, l'appui de la SADC a été conséquent et palpable. On l'a vu parce que en 2000... je crois 2011-2012, les M23 étaient défaits. Complètement. Tout le monde le sait. Si c'est revenu, c'est justement à cause des circonstances
qui n'ont pas évolué d'une certaine façon. Et que peut-être il y a eu laxisme, on a certainement dû baisser les bras d'un côté ou l'autre, et certains ont profité de la largesse ou je ne sais pas, d'une manière de faire la politique, surtout avec l'arrivée de président Tshisekedi pacifiste, qui voulait plutôt favoriser la fraternité à l'affrontement. Et voilà, on se retrouvait dans cette situation-là. Je ne pense pas que ce soit de la naïveté que de vouloir vivre, favoriser la paix, la convivialité. Je ne crois pas que ce soit de la naïveté. C'est plutôt la mauvaise foi de nos voisins qui, à un certain moment, ont pensé que le Congo, c'est vraiment une vache à traire, un terrain de jeu où ils pourront venir s'amuser. À un certain moment, je pense qu'avec l'avènement de ce gouvernement et du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, à la tête du ministère de la Défense, et que l'accord de la SADC, des troupes de la SADC a été trouvé, les choses pourront changer. Est-ce que ça démobilise pas nos FARDC parce qu'ils vont se sentir un peu moins importants par rapport à... C'est là l'inquiétude, et je me répète. Défendre le territoire national et restera toujours une responsabilité des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire du gouvernement congolais. Mais face à la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons besoin des alliés sûrs. Pas comme des alliés de la EAC qui disent une chose et en réalité ils en font une autre. Et nous avons besoin des frères, des gens qui sont capables... Madame, pour ces pays, les sangs des fils de pays de l'Afrique australe a été versé. Des Zimbabwéens sont morts ici, des Sud-Africains, des Namibiens, des Angolais. Est-ce qu'on peut le comparer avec l'engagement de l'EAC où les généraux viennent pour dire nous venons pour privilégier la paix et le dialogue? Alors qu'à l'origine, vous étiez invité pour accompagner les FARDC. Là, nous avons des éléments de comparaison. Nous avons des éléments de comparaison. Je pense qu'on peut, à ce stade-là, faire confiance à beaucoup plus aux forces armées de la SADC qu'à celles de l'EAC. Mais l'inquiétude, on aura à la fois les forces de la MONUSCO qui sont toujours là, les forces de l'EAC, SADC qui revient, les Kenyans qui sont là, les Ougandais qui sont là aussi. Les Angolais. Les Angolais. Ils font partie de la SADC, oui. Non, en dehors de la SADC. Il y avait une mission des Angolais qui était venue ici pour superviser. Il y a des Kenyans, des forces kenyanes qui ont été invitées avant l'EAC. Et les Ougandais qui aussi traqué les rebelles ici. Alors, on aura une panoplie de forces en présence, en face de cet ennemi qui est le M23. Comment simultanément Surmilitarisation. C'est pas la crainte. Surmilitarisation, même pas. Il se posera un problème de coordination. Qui fera quoi? Qui prendra quel axe? Qu'est-ce qui se passera? Sur le plan opérationnel, ça va se passer comment? Sur le plan de renseignement, qui fera confiance à qui? Qui coordonnera tout cela? Ce sont des questions, je pense, à ce niveau qu'il faudrait élaguer, mais je pense qu'à Windhoek, il va se tenir ou s'est tenu une réunion pour essayer de vider cette problématique, parce que on peut avoir toutes les forces possibles, mais s'il n'y a pas de coordination, on risque de ne pas avoir aussi des résultats. Donc, il y va, en tout cas, de l'intérêt de la République démocratique du Congo aujourd'hui, de s'organiser, de faire en sorte que nous puissions avoir la capacité de gérer tous ces frères invités, y compris l'EAC. Donc, de les gérer, de savoir que ceux-là sont avec nous et demander poliment et gentiment et fraternellement à ceux qui ne seront pas utiles de rentrer chez eux. Alors, par rapport à vos inquiétudes... C'est aussi de notre droit de dire qu'à un certain moment, merci, la SADC était là, elle était partie.
et puis ces forces sont en train de revenir. Et on peut faire autant avec les forces de l'EAC, donc on peut demander à un certain moment, vu les résultats, vu la disponibilité, les dispositions de ceux-là qui prétendent venir pour nous alors qu'ils sont là pour toute autre chose, et de rentrer. Et puis nous continuons notre bonhomme de chemin en espérant qu'un jour ces gens vont vider les lieux, laisser le Congo en paix. Parce que l'autre conséquence, c'est quoi? On en parlera bien sûr, mais j'anticipe. Des gens qui sont morts à Calais, enfouis le conflit au niveau du Nord Kivu, qui sont allés dans des conditions un peu comme on le sait, des gens qui ont tout laissé pour vivre dans le sud, et puis c'était une vallée avec cette pluie qui a créé des éboulements, plus de 400 morts. Donc nous compatissons, mais nous disons, qu'est-ce qui arrive à ce peuple, quoi? Donc vous fuyez la guerre et vous êtes rattrapés par une autre catastrophe, paix à leurs âmes, mais au nom de toutes ces personnes-là, la République démocratique du Congo a la responsabilité aujourd'hui de prendre une décision de manière à vider les lieux, à faire vider les lieux à toutes ces personnes qui ne veulent pas comprendre qu'ils ne sont pas chez eux, ils ne sont pas les bienvenus. Alors, nous sommes encore de la SADC. Alors, vous avez émis des inquiétudes par rapport à la coordination même de ces forces qui sont tous là, EAC, SADC qui va bientôt arriver. Est-ce que ça sera facile? Vous ne trouvez pas qu'il faudrait que les uns partent et les autres y restent? Est-ce que ça sera facile pour ceux qui sont déjà là de partir? Parce qu'on voit déjà avec la MONUSCO, la population ne veut pas d'elle, mais c'est difficile pour partir parce qu'il y a des lois. Parce qu'il y a des... Nous devons faire très attention, madame, nous devons faire très attention. Je pense que c'est au gouvernement d'évaluer l'efficacité des uns et des autres et décider avec des éléments probants, sur base des éléments probants, qui accompagnent réellement la République démocratique du Congo. Si on a jeté l'opprobre sur la MONUSCO, la MONUSCO, une vingtaine d'années en République démocratique du Congo, est-ce que le résultat est vraiment nul? N'eût été la MONUSCO, madame, on n'aurait pas de résultats, on n'aurait pas des élections, parce que en 2006, la MONUSCO a contribué en termes logistiques et je crois même financiers pour que les résultats, les élections puissent se réaliser ici. L'abbé Malou Malou, paix à son âme, a pratiquement publié les résultats dans un chart de la MONUSCO. Donc, nous disons qu'à un certain moment, soyons capables de reconnaître les bienfaits des uns et des autres, et surtout qu'il y a une campagne anti-MONUSCO qui a été minutée et puis c'est parce que la sécurité à travers les pays. Et à un certain moment, nous, Congolais, commencions à penser que si les rebelles frappent, c'est parce que la MONUSCO ne fait rien. Mais la MONUSCO devait faire quoi s'il y a une armée républicaine, une armée qui est censée faire ce job-là, permettez-moi l'expression, et que cette armée ne le fait pas autant qu'elle pouvait le faire, et on voudrait charger. Donc, le sorcier, comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres, et quoi. Donc, si j'ai des misères aujourd'hui, c'est parce qu'il y a XY qui en veut à ma vie, qui en veut à mon avenir, à mon travail. C'est typiquement africain, mais moi, je pense qu'à un certain moment, que la République démocratique du Congo, à travers cet organe de coordination, devait déterminer sur base des éléments probants, comme je le dis, qui est efficace et qui est là sur le terrain, parce que je ne peux pas comprendre l'Ouganda qui à un certain moment est cité parmi les gens qui soutiennent, qui apportent le soutien, ou le Rwanda, puisse être au même moment parmi les forces appelées à aider la République démocratique du Congo. C'est vraiment contradictoire. Comme syllogisme, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, une autre question par rapport à cette arrivée annoncée des forces de la SADC. Est-ce qu'une armée étrangère peut accepter de mourir gratuitement ou de mouiller gratuitement dans un pays? Parce qu'il n'y a pas des agendas cachés. Est-ce qu'ils ne viendront pas aussi, eux, avec des agendas cachés, comme on les dénonce pour les autres forces qui sont déjà là? Les forces armées de la République du Zaïre, 311e bataillon, si je ne m'abuse, ont sauté sur Faya-Largeau et ont aidé le gouvernement tchadien de l'époque. Les fils de ces pays sont morts au nom de l'unité africaine pour un pays étranger.
Nous avons reçu de militaires marocains et autres qui ont sauté sur Colleuse à côté des Français. Et il y a des fils et des filles de ce pays-là ont laissé leur vie pour... Pourquoi pas? Je vous ai parlé de l'Angola, je vous ai parlé du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, Namibie, qui ont envoyé leurs troupes ici et ont versé leur sang. Au nom de cette, je crois, idéal qu'est l'unité africaine. Cher au père fondateur, je voudrais citer ici Julius Nyerere, Jomo Kenyatta, Patrice Emery Lumumba, Kasavubu et tous les autres. Les gens qui ont cru à un certain moment que nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Et entre-temps, s'il y a des gens qui pensent faire le malin, être plus malin, être supérieur, tu vois, voyez-vous, le rêve de Hitler, en 39 à 45, était de penser qu'il était le plus beau, il était le plus fort, il était le plus grand. Et il a essayé d'expliquer à son peuple que son peuple, c'était la race pure, c'était la race supérieure, et tout ce qui pouvait arriver après, c'est n'importe quoi, la camelote. On sait comment l'histoire s'est terminée. Et toutes les fois que les gens s'écartent du droit chemin, en commençant à penser que on est le plus beau, on est le plus fort, on est le plus aimé, et c'est souvent le début de la décadence. Et comme certains aujourd'hui, qui se positionnent déjà en dehors de l'histoire, en pensant occuper un pays, réécrire l'histoire, trafiquer l'histoire en disant que la partie est de la République démocratique du Congo aurait appartenu à leur pays, mais ça c'est de l'aberration. C'est vraiment un manque criant de culture historique, parce que ce pays a été créé sur base des écrits. Et des spécialistes de l'époque, nous sommes au 19e siècle, se sont assis pour essayer, et malheureusement ou heureusement aujourd'hui, de disséquer ce pays, de partager ce pays comme un gâteau. Chacun a occupé un morceau. Et le Rwanda a appartenu à l'Allemagne. Rwanda, Burundi. Et après la défaite de l'Allemagne, la Belgique a récupéré autant que la France a récupéré une partie du Cameroun. Aujourd'hui, venir nous raconter des choses pour prouver des théories qui se fondent sur rien, nous disons c'est dangereux. Même pour les enfants, même pour la postérité. Raison pour laquelle nous, Congolais, les historiens, je pense ici à tous ces grands Daïwel et autres, ont la responsabilité de faire de la pédagogie, d'enseigner l'histoire, la vraie histoire, l'histoire écrite par les Congolais, comme l'a voulu Patrice Emery Lumumba, à nos enfants. Au Rwanda, ça s'est fait. On est en train de traficoter, on est en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je voudrais être poli sur ces plateaux. Des choses qui ne sont pas vraies par rapport à notre histoire. Donc, nous sommes un pays, et je pense qu'à un certain moment, cette folie va s'éteindre. Mais qu'est-ce qu'on peut gagner? Et ça, c'est la responsabilité de tous les leaders politiques, de tous bords, je ne parle pas seulement du gouvernement, d'enseigner le patriotisme à ce peuple, de créer, de raviver l'essence de la nation et puis à l'unité nationale, parce que c'est notre seule chance de rester comme un État. Alors, donc, je ne verse pas dans la propagande, madame, mais je voudrais dire que, pour revenir à notre sujet, que nous avons aujourd'hui la responsabilité de connaître notre pays pour mieux le défendre. Alors, je reviens dans vos propos. Vous étiez en train de dire que la RDC était allée aux rescousses du Tchad, hein, du Tchad de l'Union africaine. Ouais. Mais aujourd'hui, c'était par rapport à ma question. S'il n'y a pas des intérêts cachés... S'il n'y avait pas... des gens vont accepter de mourir. Et oui, j'ai répondu que nous l'avons fait, les autres aussi ont fait pour nous. Est-ce que le Tchad a aussi des minéraux comme la République démocratique du Congo que les gens vont envier? Madame, au nord du Tchad, frontière avec la Libye, il y a des gisements de pétrole extraordinaires. Des gisements, c'est pas pour rien que le Kadhafi a voulu faire main basse sur cette partie du Tchad, Faya Largeau, si je ne m'abuse. Et si cela a été le cas par le passé,
c'est pas seulement question d'avoir des minéraux, mais des fois aussi c'est une question de prestige, folie des grandeurs. On souffre d'être un petit pays, on voudrait quand même le tendre parce que par rapport à la densité, il y a de plus en plus de population et qu'il y a de moins en moins d'espace. Comme un peuple pasteur, on a besoin d'espace pour le bétail et tout le reste. On aimerait grignoter chez les voisins et on trouve toutes les raisons du monde pour justifier une barbarie et une agression qui a versé plus de 12 millions de morts. Et les morts des Calais sont versés sur le compte de ceux-là qui agressent la République démocratique du Congo. Des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles du fait de gens qui ont fui la guerre, qui ont fui M23. Mais vous pensez que c'était des gens qui étaient dans ce village-là paisiblement? Non. Des gens qui étaient au Nord Kivu et qui ont fui parce qu'attaqués, leur village était attaqué, ils étaient chassés. Et le Rwanda se trouve directement impliqué dans ce qui se passe. Dans ces morts-là, on ne le dit pas, on ne le souligne pas, mais nous les disons. Nous les disons parce que les gens qui sont là, qui sont morts là dans la plupart des cas, étaient des gens, des réfugiés, des gens qui avaient laissé leurs espaces de vie pour aller se réfugier dans la vallée des Calais là et surpris par la catastrophe naturelle. Donc la catastrophe naturelle n'est pas à blâmer, mais ceux qui ont fait déplacer ces masses-là, sinon il n'y aurait pas autant de morts. Sinon, il n'y aurait pas autant de morts. C'est à ajouter aux 12 millions de morts que nous déplorons tous les jours ici. Alors, venons-en au propos de João Lourenço, le président de l'Angola. L'Angola qui est membre de la SADC, par rapport à l'insécurité, alors que justement les troupes de la SADC se rendent ici par rapport à la résurgence de l'insécurité. Voilà, du coup, le président angolais sur France 24, il affirme que les rebelles respectent le cessez-le-feu. Il dit même que la responsabilité, c'est pas seulement du côté des rebelles, mais de la RDC par rapport au processus de cantonnement. Vous voyez, comment analysez-vous cette contradiction? Alors qu'on parle, même les autorités, même la population locale dit que les M23 font des replis, des faux replis. Hein. Ils prennent d'autres territoires. Je voudrais laisser, j'aurais vraiment aimé laisser le vice-premier ministre Christophe Loutou, ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Loutou, nous la répondre au président Lourenço. Mais la réalité sur le terrain est que le M23 est en train de papillonner, de faire de la villégiature, laisser un espace pour en occuper un autre. Et puis, il préfère laisser ces espaces aux forces de l'EAC, et de manière à ce que les forces armées de la République démocratique du Congo ne puissent pas avoir accès. Le président Lourenço parle sur base, je crois, je présume qu'il soit de bonne foi, des rapports lui apportés par ses services en sa qualité de médiateur dans cette crise. Il aurait dû confronter ces rapports aux réalités du terrain. Je pense que ce qu'il dit ne rencontre pas tellement la réalité sur le terrain, parce que le M23 aujourd'hui fait le malin. Le M23 change de facettes. Des fois, ces forces de M23 prennent le visage des forces d'autodéfense. Ils font semblant d'être des forces d'autodéfense. Des fois, ils se diluent dans la population. Des fois, ils se déplacent d'un lieu à un autre pour donner l'impression d'être parti. Rappelez-vous que le président Macron avait donné une date ici, à Kinshasa, que le mardi prochain, ils vont, mais rien n'y fait. Et sur base de quoi le président Lourenço, que nous aimons bien ici au Congo, parce que l'Angola est un pays ami. Je salue d'ailleurs le peuple angolais, et cette émission est aussi suivie de l'autre côté de la frontière, et tous nos compatriotes qui sont de l'autre côté. Le président Lourenço, de bonne foi, s'est peut-être trompé par rapport à la réalité du terrain. Et sur le terrain politique, je pense que comme chef d'État, comme médiateur,
il dispose de beaucoup de canaux que nous, journalistes, n'avons pas, mais par rapport à la réalité du terrain, il est un peu à côté de la plaque. Alors, on donne raison à ceux qui disent que l'RDC est seul dans cette bataille. Mais il sera toujours seul. Il sera toujours seul. Parce que si nous pensons que les autres devaient venir chez nous pour faire le job à notre place, ça serait toujours une erreur. Même quand on appellera le bon Dieu, on nous dit « aide-toi » et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que n'attendons pas des miracles, la main ne tombera pas. La manne sécuritaire ne tombera pas. La manne offensive ne tombera pas. Nous avons la responsabilité, madame, de former des jeunes gens à l'art de la guerre, de refaire notre armée, de donner des moyens à cette armée et d'utiliser des techniques modernes, la technologie moderne pour sécuriser les 2 345 000 km² que la Providence nous a donné, parce qu'on ne sera jamais en paix tant qu'on sera le Congo, la RDC. Et tant qu'on n'aura pas le moyen de les défendre, il y aura toujours des gens qui viendraient chez nous pour essayer de nous prendre un morceau du fait de ce que... Alors, vous allez dire un mot par rapport à la situation du Tanganyika. Julie Ngungwa a été démis de ses fonctions par les députés provinciaux, 14 sur 25, 11 n'étaient pas présents. C'est la même recette avec Zoé Kabila, par rapport à cette province, et au moment où elle était rappelée ici par le vice-premier ministre. Pourquoi seulement Zoé Kabila? Il y a le Sud Kivu aussi avec Mwabidje. Un peu partout, la problématique... Non, parce qu'il s'agit de la même province. La problématique de la décentralisation en République démocratique du Congo, je pense que ce qui a été écrit est mal lu par ceux qui l'appliquent. La décentralisation, au départ, était un moyen d'impulser les développements à partir de la base, à travers des assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux, et j'en passe. Mais figurez-vous que le budget des provinces sont utilisés à 60% pour l'entretien des assemblées provinciaux et des gouvernements provinciaux. Des assemblées provinciales, pardon, et des gouvernements provinciaux. Soit plus de 60%. C'est-à-dire que, en ce qui concerne le besoin des bases, le développement de la réponse aux problèmes de population, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent. Et plus les députés ont besoin d'argent, et plus les gouverneurs, vous êtes obligés de donner de l'argent. Si vous n'en donnez pas, et vous êtes parti. À Kinshasa, les ministres sont à plus de 24 mois d'un paiement. 24 mois d'un paiement. Le député, mais le gouverneur doit faire un effort de payer les députés. Si vous ne le faites pas, vous partez. Sur motion. Alors, il faudrait qu'à un certain moment qu'on puisse revoir tout cela. Et la rétrocession au niveau du gouvernement central n'arrive pas de la manière qu'on le souhaiterait. N'arrive pas toujours. Je ne sais pas si ça continue à être fait à la tête du client. On est amis au gouvernement central et on a des amis là-bas. On vous libère un peu. Mais on peut prendre, je ne sais pas n'importe qui, le mettre là, la gouvernabilité posera toujours problème. Et à cela, ajouter l'influence politique. Tout le monde voudrait être à la tête de province, mais sans être conséquent par rapport aux difficultés inhérentes à cette gestion. Je pense que la prochaine conférence des gouvernants devrait vraiment s'y pencher, que le gouvernement central doit aussi être conséquent en ce qui concerne la rétrocession, parce que c'est là où se posent des problèmes. Mais je pense qu'à Tanganyika, ça devient un peu inquiétant, parce que... c'est une province juteuse. Ça devient beaucoup plus un problème de leadership qui ne veut pas dire le nom, de règlement de comptes, les gens qui en viennent aux mains, je dis, ça ne fait pas l'honneur du Congo et ce n'est pas ça la décentralisation telle que voulue par les législateurs. Voilà, merci Santeka. Merci. C'est fini déjà? C'est fini. Majoritaire, me veut à l'endroit du papa Roger Montiri, du papa de Montiri, notre papa, et merci de nous avoir invités. Et puis, merci. Salutations à Bélédou qui a été là. Non, il n'était pas là malheureusement. Merci à Serge Nteka, ce n'est qu'une partie remise demain, fidèle inspecteur. Nous serons avec d'autres invités pour de belles analyses comme aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.